Salut les joueurs, du Cthulhu et encore du Cthulhu. Attention, notre santé mentale est en grand péril. Bon, est-il vraiment indispensable dans toute cette forêt de Cthulhu? Eh bien, quelques années plus tard, je vous propose de redécouvrir Cthulhu Mythos, de savoir si vraiment c'était une bonne idée ou plutôt une idée pour engranger de l'argent. En tout cas, c'est fait par le maître, Sandy Peterson, et sa particularité, c'est qu'il est en 5e édition pour un monde d'Heroic Fantasy que vous connaissez, le plus grand des jeux de rôle Donjons Dragons. Voilà. Eh bien voilà l'ouvrage en tant que tel, édition Edge, il y a quelques années maintenant, c'était il y a 2-3 ans. Nous avons un signé, c'est quand même somptueux, c'est plutôt assez épais puisqu'il fait un peu plus de 400 pages, nous sommes à 430 pages pour arrondir. Alors Cthulhu Mythos, si je regarde rapidement la table des matières, je vais m'apercevoir qu'il y a des petits conseils d'utilisation, puis ensuite les races de personnages joueurs, donc on peut quand même créer des personnages, les options possible pour ces personnages, et ensuite la démence et l'effroi, c'est-à-dire l'indicateur de santé mentale adapté, proposé pour cette version 5e. Après, là on commence par quelques sorts, des objets magiques, les cultes, et enfin les grands anciens et les monstres du mythe. Donc un énorme bestiaire, ça passe de la page 161 à 416 à peu près, 419. Vous le voyez, énorme bestiaire. Si je regarde à l'intérieur, donc chapitre 1er, une page en grand écran assez belle, et on va se dire qu'est-ce que le mythe de Cthulhu, l'horreur dans les abysses. Tiens, disons décidément, voilà. Première petite note, l'homme en costume, c'est pas forcément tout à fait bon. Et on arrive aux races de personnages du joueur. Et là, nous avons 4 races qui sont disponibles. Nous avons des hommes-chats, des hommes avec 3 bras, enfin des hommes, des créatures avec 3 bras, un genre de lycanthrope ghoul, et enfin un autre monstre qui ne donne pas forcément envie. Des chats, des contes et des rêves. Oui, sauf que vous ne pouvez pas saisir d'objets, donc ça va être difficile à jouer, c'est pas évident. Votre arme pour être incorporée avec vous. Bon, bref. C'est pas si évident que ça, je pense. C'est très tentant sur le papier, pas si évident. Donc, dépourvu de main qui l'handicapent pour certaines classes, certaines options étant même proscrites, comme une classe misant sur l'utilisation d'armes posant ou l'adresse naturelle. Bon, ça commence à être dur à jouer. Si je prends le Nori avec ses 3 bras et ses drôles d'armes, pareil, dans un univers classique, je sais pas, je suis pas sûr en fait. Voilà, continuons avec la goule qui est pas tout à fait la goule des vampires, ce qui est bien expliqué. Par contre, ça c'est vraiment bien expliqué, on n'est pas sur les classiques. Par contre, la goule ici et reste une goule ne donne pas forcément envie, qui va se nourrir de chair humaine pour comprendre et prendre les souvenirs de ses victimes. De la même manière, pas facile à jouer. Certaines tables peuvent y trouver son compte. Moi, je le sens pas personnellement. Alors, élevé par les ghouls, élevé par les nains, les traits des ghouls. Notons quand même qu'il y a plusieurs pages. Et si vous laissez quand même l'essayer, oui, ça va pas être facile, on est bien d'accord. Mais vous avez quand même la voie autoroute pour y arriver. Bon, le Zog, c'est celui qui m'intéresse le plus personnellement. Très très particulier. J'ai beaucoup aimé les cycles de vie avec la portée des Zog, la poche droite, la poche gauche, les rejetons qu'on va garder, les rejetons qu'on va perdre. Je trouvais ça très amusant, cette histoire de poche et donc de sélection naturelle. Ça, c'était intéressant. Bon, par contre, des petites bestioles aussi qui vont être très difficiles à jouer, très très difficiles, mal considérées. Je ne sais pas du tout au niveau des relations, puisqu'ils sont prédateurs, etc. Non, ça va pas être évident. Après, on a les humains d'autres mondes, des hommes de l'Inde, des tchotchos, bon, soit. Si je dois donc donner une petite réflexion sur les 4 races, eh ben, je les sens pas inclure dans une campagne 5e. Voilà, pour être très franc et très tranché. Après, pour un délire, un one-shot, possible, mais après, bon, pourquoi faire un personnage pour un one-shot seul?
Ouais, j'hésite. Non, je suis pas tenté. Donc, chapitre 3, maintenant, les options pour personnages joueurs, les sous-classes et options de classe, compétences liées à ces classes. Malgré ça, malgré pourtant toutes les explications et le bon déroulé, bon, c'est pas mon type de jeu. Par exemple, au niveau 15, vous apprenez à altérer certaines de vos écailles qui deviennent réactives au moindre mouvement. Le personnage, comment interagit-il avec les autres, en fait? Tout simplement, pour former une équipe, comment faites-vous? Alors, c'est peut-être moi qui suis assez obtus, peut-être, je ne sais pas. Donc en tout cas, néanmoins, il est très beau. Tout est parfaitement expliqué. On voit les sorts de domaine avancé à partir du niveau 14 au niveau 17. Donc voici le niveau 4, démence et effroi, qui est à mon sens le niveau peut-être, enfin le chapitre plus intéressant. La démence et l'effroi, c'est deux statuts, l'un amène l'autre. Donc les règles, c'est-à-dire que l'effroi, c'est des effets mineurs, et la démence, eh ben, comme son nom l'indique, sont des effets permanents. Il y a une jauge d'effroi qui est temporaire et donc ça c'est déjà très intéressant. Et après vous allez avoir un lancer de dés pour pouvoir vérifier la démence lorsque vous êtes victime d'une démence, c'est-à-dire que vous avez franchi la zone d'effroi et vous jetez votre dé 20, vous avez des phobies, des hallucinations, paranoïa et votre personnage va pouvoir sombrer petit à petit dans des phobies aléatoires parce que vous allez repréciser tout ça. Si par exemple j'ai la phobie de la foule. Formidable à jouer dans un milieu urbain par exemple, aucun souci. Bon, en tout cas, dans Donjons Dragons, nous sommes habitués à avoir un univers où votre personnage prend en valeur, prend en grade, et il va devenir de plus en plus fort et puissant, devenir presque un dieu. Et là, concilier l'appel de Cthulhu et le monde de Donjons Dragons, c'est pas si évident, puisque l'appel de Cthulhu, à l'origine, c'était la déchéance de votre personnage qui devient irrémédiablement un personnage quasiment injouable. C'est fini après, il part à l'asile, c'est terminé. Là, concilier les deux, ça me semble très très compliqué. Alors, forcément, on va essayer de se raccrocher à ce qui est raccrochable, c'est-à-dire le mythe et les lanceurs de sorts. Nous allons retrouver donc des listes par classe de sorts, de magiciens du premier niveau, 7e, etc. avec des effets et des sorts très sympathiques. Certains sont même carrément trop sympathiques, puisqu'ils peuvent être destructeurs au niveau d'un groupe. Vous êtes très rapidement trop puissant. En fait, c'est comme si vous aviez les effets du boss, mais si vous jouez 4 créatures, vous avez 4 fois les effets du boss. Donc en face de vous, personne ne peut tenir. Donc faire des failles temporelles, implantation de sombres rejetons. Ouais, non, mais là vous jouez dans le dark totalement. Pourquoi pas après tout, hein, mais c'est peut-être un poil trop. Les objets et textes du mythe. Donc là encore une fois, bah voilà, des objets qui sont trop importants. Des drogues plutoniennes, par exemple, aperçues d'un autre temps. Fonctionnement est similaire à celui du sort divination, à celui que vous avez posé une question relative à n'importe quel moment du passé ou de l'avenir. Oups, en cours. Waouh. Résonateur à ultraviolet. Cette charge. Une charge invoque une des 4 entités aléatoires venues d'autres plans d'existence. Non, vous êtes vraiment... mais vous êtes... ouais, cheaté quoi. Allez, les cultes du mythe. Toujours intéressant aussi de voir les différents cultes portés à l'ombre du Moyen-Âge. Vous avez chevaucheur de vent, culte du dormeur, culte du grand Cthulhu, que l'on se propose d'être un poil à gratter. Alors je l'ai lu quelque part, je n'ai pu vous le retrouver, mais on le propose d'être le poil à gratter récurrent dans vos donjons. Ouais, mais enfin, Cthulhu quoi. Encore une fois, je suis pas pour. Je sais, je vais descendre en flèche en fait ce livre. Je me rends compte que je suis hyper critique. Je vais me faire plein d'amis. Grands anciens, dieux extérieurs et autres, toujours intéressants, avec des alignements. On comprend qu'en fait que ces monstres ne comprennent pas l'être humain et donc les grands anciens sont-ils chaotiques mauvais? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, ça, je suis assez d'accord. On va retrouver des valeurs avec des valeurs très très fortes, des boss de fin de niveau de donjon peut-être, mais comme ils n'ont pas d'entité de réflexion propre, puisque l'humain est tellement si peu abouti, est-ce que ça peut devenir un boss de donjon je veux dire cohérent? J'en suis pas sûr. On a des points de vie, 362, 25D, 20 plus 100 pour un Tsuga.
Ouais, enfin, c'est pas la peine, pas possible. Par contre, vous notez que les illustrations sont toutes de toute beauté, que la mise en page est magnifique, et je vous dirais même, les textes sont agréables. Très très agréable à lire. C'est lu rapidement, efficacement. Ça me donne pas envie, mais c'est lu rapidement, efficacement. Oh, il fait vraiment peur, même celui-là. Alors, continuons dans le mythe. Voilà, une anachorète, magicien du mythe. Araignée de Lingue. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis même pas sûr. Voilà, Bol. Bol adulte, c'est celui que je montrerai peut-être tout à l'heure. Ah là là, ils sont vraiment pas beaux. Ils sont pas beaux, ils sont vraiment réussis en fait. Voilà, pas beau signifie effectivement réussi. La couleur tombée du ciel, le cylindre cérébral. Voilà, rajouter un petit peu de technologie, après tout, les migots, pourquoi pas. L'horreur chasseresse, la lavarmof. Mais comment dans ces univers c'est possible? Alors là, le petit bouton, les lunettes, nous sommes bien dans une illustration qui est totalement médiévale. Je sais, c'est pas vrai. Ça, c'est un peu dommage. Les illustrations sont toutes belles, mais pas forcément totalement cohérentes. Le polype volant. Bon, il me rappelle quelqu'un, celui-là. Ah, je sais pas. Ça me donne une petite idée. Alors, par contre, de la même manière, l'illustration est plutôt... voilà, les tissus sont pas tout à fait ça. Celle-là, c'est encore pire, peut-être. Le lampadaire, c'est pas tout à fait ça non plus. Bon, mais elles sont belles. Allez, je suis méchant. Elles sont belles. Je finis le livre. On va... Mais alors, que penser de Cthulhu Mythos? Voilà l'aspect critique qui arrive. Vous l'aurez compris, je suis très dubitatif, enfin plutôt j'étais très dubitatif sur le fait de transposer l'univers cthulhuesque, l'univers de Lovecraft dans un monde de 5e édition, donc plutôt d'héroïque, fantasy. Effectivement, selon moi, Cthulhu, c'est plutôt une dégénérescence du personnage, une perte de santé mentale, et l'investigateur va progressivement y laisser des plumes. Tandis que dans Donjons et Dragons, dans l'Heroic Fantasy, on monte en niveau, on monte en compétences, et on peut faire des choses de plus en plus incroyables, fantastiques, héroïques. Et nous sommes, dans cet univers médiéval fantastique, nous devenons quasiment, l'égal de Dieu en tout cas, des héros. Voilà un petit peu, en schématisant un petit peu l'idée. Et donc là, nous avions deux idées qui sont un peu inconciliables. Comment expliquer la dégénérescence de personnages et la montée en niveau dans un univers médiéval fantastique. Force est de remarquer qu'effectivement, à mon sens, ça ne fonctionne pas. Les 4 races proposées, les 4 personnages joueurs proposés, en plus de ce qui peut être dans la 5e édition, sont pour moi non jouables. Éventuellement l'exception de ces petits hommes un peu rats à la manière des Skaven, mais même Warhammer, à mon sens, non, enfin à ma connaissance en tout cas, ne s'est pas essayé à faire jouer des Skaven. Donc ouais, ça me semble très difficile dans ses relations sociales, dans son habitus, dans la façon dont ces personnages peuvent interagir avec des personnages plus classiques, tels que humains ou nains. Donc ça me semble vraiment pas possible. D'ailleurs, ces personnages joueurs, donc ces nouveaux personnages joueurs, vont avoir des pouvoirs, ou je dirais plutôt des mutations, et qui vont rendre là aussi des interactions avec des PNJ plus classiques, que l'on rencontre dans nos univers classiques de Heroic Fantasy, très difficiles. Voire même des interactions au sein même de la table, plus difficiles avec même les autres joueurs. Donc difficulté à jouer. Donc pour moi, ces quatre propositions ne sont difficilement conciliables. Donc ça crée un malaise. Moi, personnellement, ça me crée un malaise. C'est très tentant. Très tentant de pouvoir jouer un homme-chat. D'ailleurs, ça se fait en 5e édition. Mais là, la proposition d'homme-chat qui est proposée, c'est un homme-chat qui ne peut pas saisir d'objet. Alors pourquoi? Enfin, voilà, je suis vraiment dubitatif. Alors, point positif, ce sont les illustrations qui, elles, sont magnifiques, vraiment splendides. Nous avons des monstres qui sont absolument dégoulinants d'horreur. Là, elles sont très belles, là, magnifiques. Oui, mais certaines ne sont pas du tout raccord avec l'univers. Voir quelqu'un en costume 3 pièces,
Heroic Fantasy, costume 3 pièces, voire un lampadaire, une valise et d'autres illustrations pas du tout raccord. Bon là c'est vraiment au niveau de l'immersion, on a déjà vu mieux, ça c'est certain. Et je pense que c'est plutôt des illustrations claquées, plaquées dans un autre ouvrage où on stocke et puis bah, ici ça ne marche pas. Que lorsqu'on sait qu'un jeu de rôle, l'illustration est primordiale pour nous inclure dans un univers, bon là chaque fois ça casse. Et ça casse sa manière de faire les choses. Dommage aussi pour les monstres les plus importants, les monstres du mythe, ceux qu'on ne rencontre pas normalement. Eh bien, on va les retrouver comme étant des boss de fin de niveau dans type donjon, avec des points de vie incroyables, avec des lancers de dés extraordinaires. Oui, sauf qu'ils n'ont pas forcément l'intelligence de s'occuper des êtres humains. Si on comprend bien et si on lit bien même ce qui est écrit dans le livre, Cthulhu Mythos. Et donc, de fait, bah, ils deviennent presque des monstres errants, complètement forts, trop forts. Ouais, là aussi, c'est pas faisable, quoi. Enfin, la petite étincelle de, où on se dit oui, allez, on y va, ben là, elle se brise à chaque fois. Et du coup, ben, pour moi, en tout cas, tout le mythos est un raté. Voilà, vous le savez, mon point de vue. Il m'a fallu du temps pour me décider, mais tout le mythos, pour moi, est un raté. C'est très bien à lire, très intéressant à lire, à parcourir, parce qu'il est beau en plus. Mais en termes de jeu, pour moi, c'est un raté. Par contre, une très belle lecture. Voilà, vous savez tout sur mon avis, je vais ne faire vraiment que des ennemis. Et puis, ben, j'attends vos commentaires. Salut les joueurs!